déjà, merci, cher public adoré, qu'on aime beaucoup, très fort, d'être super patient comme vous l'êtes d'habitude. Donc, on reprend. On reprend. Oui, Donc, la question, alors, elle était bien formulée depuis, me suis un petit peu dégradée avec tous ces événements. J'aurais tendance à penser, euh, il est, euh, comment est-ce que vous êtes, comment ce cerveau curieux s'est construit, voilà. C'est comment ça fonctionne. Pourquoi aller chercher des choses comme ça qui ont un petit peu de merveilleux et comment vous faites, vous liez un événement et un autre. moi je vais poser le téléphone hein, pour répondre du coup. Ouais, Je... Là, vous m'entendez, c'est bon? ouais, C'est c'est très bien pour parfait. nous, oui. Ok. Alors, comment un cerveau curieux se construit? Ben alors honnêtement, je l'ai pas fait exprès en fait, hein. J'ai toujours été curieux, je pense, depuis tout petit, et je me suis toujours intéressé à différents sujets, à l'extraordinaire, à l'insolite d'une manière générale. Et en fait, j'ai commencé à chercher des sujets de façon plus organisée, plus systématique, quand j'ai fait de la radio au cours des années 2000. Donc j'avais une émission qui s'appelait Exocet, qui a duré 3 ans, et que je faisais donc avant le blog Axolot. Et à cette époque-là, donc on avait une émission chaque semaine, et on devait traiter chaque semaine d'histoires étranges, extraordinaires. Et donc, il fallait avoir du contenu chaque semaine, donc il fallait trouver les histoires, et c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à élaborer une espèce de base de données d'histoire. Donc j'ai acheté tous les livres que je pouvais, je continue encore aujourd'hui à acheter toute la documentation que je peux. Évidemment, en plus de ça, il y a Internet qui est une source extraordinaire, mais qui est une source dans laquelle on peut trouver le pire comme le meilleur, donc il faut faire un gros travail de filtrage. Et donc, à travers toutes les sources possibles, j'essaie de repérer des faits, des histoires, des événements qui me semblent qui me semblent suffisamment étonnants ou méconnus ou intéressants pour que j'en parle. Et, euh, et c'est comme ça que c'est devenu une vraie discipline à part entière. Il s'agissait plus simplement de m'intéresser de façon occasionnelle à telle ou telle histoire, mais vraiment à essayer d'en emmagasiner le plus possible pour pouvoir avoir des sujets chaque semaine. Et puis ensuite, quand l'émission de radio s'est arrêtée, j'ai continué par habitude et puis par plaisir aussi, par enrichissement personnel, à collecter des faits et des histoires. Et en 2009, donc, j'ai ouvert le blog Axolot parce que j'avais envie de partager à nouveau toutes ces histoires et pas seulement les garder pour moi. Et la démarche est toujours la même encore aujourd'hui, en fait. Et c'est même encore plus important, puisque vraiment Axolot est devenu mon activité principale aujourd'hui. Donc, que ce soit à travers les vidéos, les livres, les BD. Et donc, j'ai de plus en plus de temps, en fait, à consacrer à la recherche de ces histoires. Et c'est de plus en plus difficile d'ailleurs de trouver des histoires et des faits méconnus. Donc voilà, mais en même temps, c'est d'abord une passion, c'est d'abord un plaisir, et je pense que je le ferais pas si c'était pas d'abord quelque chose qui me satisfait profondément intellectuellement, quoi. Donc voilà, c'est devenu un travail par la force des choses, mais c'est d'abord une passion. Oui, donc en fait, c'est le fruit d'une longue expérience avec les gens. Et du coup, je me posais la question, qu'est-ce qui est, c'est donc cette curiosité qui est prédominante plus que le support. Parce qu'en fait, il y a un certain nombre de gens qui font des créateurs de contenu qui sont d'abord formés à la vidéo ou au plaisir de créer une vidéo ou voilà, formés au métier du cinéma, qui après, du coup, prennent comme sujet une de leurs passions. Vous, c'est plus inverse ou pas? Euh, le fait de m'être mis à la vidéo Oui, en fait, la pour question, raconter c'est... ces histoires, ouais. Ouais, en fait, parce que vous êtes plutôt du côté curieux au départ. C'est le curieux ou Oui, c'est le oui, 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 oui. vidéaste? Voilà. Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est d'abord mon intérêt pour les curiosités du monde qui m'ont amené
à faire de la vidéo. C'était pas un intérêt pour la vidéo qui m'a amené à parler de curiosité, quoi. C'est pas comme si je cherchais un sujet en fait pour faire de la vidéo à tout prix. C'est parce que j'avais ce sujet-là et la vidéo était un support qui m'intéressait, qui m'attirait, parce que j'avais fait de la radio, j'avais fait de l'écrit, et c'était un support qui m'intéressait. Et donc, quand j'ai commencé la chaîne au mois de juin 2013, il y a eu un faisceau de facteurs comme ça qui m'ont conduit à me lancer dans la vidéo. Donc déjà, le premier truc, c'est que à cette époque-là, je regardais beaucoup de vidéos culturelles américaines, donc basées sur la découverte. Donc je cite toujours Vsauce en particulier, qui est vraiment une source d'inspiration. Et à cette époque-là, je vivais en colocation avec François Torel, qui passe tout à l'heure d'ailleurs, et qui a eu une meilleure horaire que moi, donc le fossoyeur de film. Et donc lui s'était lancé dans la vidéo 7 mois plus tôt. Et donc forcément, il y avait une espèce d'émulation, quoi. Je le voyais faire, je voyais qu'il s'amusait à le faire, et lui en même temps m'encourageait à essayer. Et puis il y avait le fait aussi, voilà, que c'était un média que j'avais jamais testé. Donc tous ces facteurs ont fait que je me suis lancé, et donc j'ai été ravi de voir que la vidéo permettait de toucher un public beaucoup plus large que le blog. Et c'est pour ça que c'est devenu aujourd'hui la partie principale finalement d'Axolot. Bah, c'est bien. Moi je me demandais en fait, c'est bon, t'entends ou pas? Ah, ça a coupé. Alors, on rappelle. Alors, non, maintenant, c'est pas le téléphone. Oui. C'est bon maintenant, tu nous entends? Ça y est. Ok. Ouais. En fait, moi je me demandais, effectivement, tu as parlé de ton attrait personnel pour le curieux. Ouais. Dans la construction de ta démarche. Oui. Pardon. Micro. Et du coup, là, c'est bon maintenant, je parle dans les deux, ça passe? Mais je parle Moi, dans les va, deux. ouais. En fait, a priori, on m'entend un peu moins parce que je parlais pas assez dans le micro, c'est pour ça. Ah, d'accord. Voilà. J'allais dire, dans la construction de ton intérêt pour la curiosité, quels ont été les faits, quelles ont été les histoires qui ont été vraiment marquants pour toi et qui t'ont fait dire « Ah ouais, ça c'est vraiment intéressant, c'est vraiment ça qui me passionne » et qui t'ont donné envie de creuser sur le reste en fait. Là, comme ça, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est certains livres que j'ai pu lire adolescent et qui ont eu une forte impression sur mon esprit d'adolescent curieux. Je pense à certains livres consacrés aux énigmes du monde, par exemple. Il y a ce gros bouquin qui est chez Larousse, je crois, et qui est réédité assez régulièrement, dans lequel on découvre les mystères les plus connus de la planète. Alors évidemment, on retrouve toujours les classiques avec l'île de Pâques et le monstre du Loch Ness et tout ce genre de trucs. Et bon, aujourd'hui, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de ces mystères-là qui ont été élucidés. Et moi, ce qui m'intéressait justement, c'était de partir à la recherche de toutes les histoires qui étaient beaucoup moins connues que ça et qui parfois étaient encore plus extraordinaires, qui n'étaient pas forcément élucidées. Et parfois, il ne s'agissait pas de mystères, il s'agissait simplement de faits, mais qui parfois sont encore plus incroyables que des histoires imaginaires, quoi. Donc voilà, mais je pense qu'à la base, ça part de livres de ce type. C'est sans doute ce qui m'a donné envie de creuser un petit peu plus et d'aller chercher ce qu'il y avait derrière les histoires les plus connues, quoi. Il y a cette partie. Je sais on est, souvent quand je discute avec les gens, on est beaucoup à avoir eu dans les mains aussi ces petits bouquins cheap qui font des grandes révélations sur l'Atlantide, etc. Et les lire et dire non mais ça peut. Par contre il y a un truc, mais ça peut pas, c'est pas vrai, ça va pas. Et cette envie de continuer, je sais qu'avec pas mal de scientifiques, envie d'aller trouver la vraie réponse, c'est quelque chose qui est un moteur. Ah oui, c'est sûr. Et puis aussi, à l'époque de l'émission de radio, donc comme il fallait trouver du contenu chaque semaine, on était beaucoup moins regardant sur les faits que ce que je peux l'être aujourd'hui sur Axolot, puisque vraiment la ligne d'Axolot, c'est de m'assurer systématiquement que tout ce dont je parle est
avéré, documenté et sûr. Voilà, c'est vraiment la ligne. Mais à l'époque d'Exocet, c'était beaucoup plus léger en fait, et on racontait volontiers des tas d'histoires entre guillemets paranormales, mais toujours avec beaucoup de recul, avec un souci de démystification. Et ce qui s'est passé, c'est que au cours de ces 3 années d'émission, je me suis forgé un esprit critique, un scepticisme à toute épreuve, puisque finalement toutes les histoires extraordinaires que je pouvais découvrir, je finissais par m'apercevoir qu'on pouvait trouver toujours une manière de rationaliser la chose. Et ça m'a furieusement donné envie de trouver les histoires qui étaient euh, étonnantes d'une façon absolument authentique, quoi, qu'on ne pouvait pas remettre en question. Et donc il a fallu faire un gros tri. Et aujourd'hui, dans Axolot, c'est un peu ce jus-là que je récolte, quoi. Toutes les histoires, justement, sur lesquelles il n'y a pas de doute. Et je pense que voilà, c'était à cause d'un trop-plein d'histoires donc pseudo surnaturelles qui m'ont donné envie d'aller chercher ce qui était réel, quoi, de faire un tri. Donc ouais, il y a une espèce de démarche comme ça, scientifique, dans le sens où je voulais séparer un peu le grain de l'ivraie. C'est ça. C'est magique. T'as des questions sur Ask? Alors du coup, alors, je vais parler dans les deux en même temps. La première question, c'est pourquoi la relique d'Etsu dans l'épisode 1 sur la chaîne YouTube? Est-ce que c'est le sujet qui t'intrigue le plus? Pourquoi la relique d'Axum est la première vidéo? Oui. C'est ça? Oui. Alors, pourquoi c'est la première vidéo? Eh ben en fait, quand j'ai commencé la chaîne, je me suis demandé avec quoi je pouvais démarrer, et il se trouve qu'à l'époque, j'avais relu des choses sur justement cette relique d'Axum. En fait, c'était une histoire que j'avais dans la tête depuis pas mal d'années. J'avais lu que à Aksum en Éthiopie, il y avait une chapelle dans laquelle se trouvait une relique tellement sacrée que personne au monde ne pouvait l'avoir, sauf son gardien. Mais j'en savais pas beaucoup plus en fait. J'avais vu passer ce truc-là, je l'avais gardé dans un coin de ma tête. Et à l'époque de la vidéo, je m'étais intéressé à nouveau à ce sujet, je l'avais creusé. Et donc j'avais découvert tout ce qu'il y avait derrière, tous ces faits hallucinants, le fait que le gardien de la relique consacre sa vie à la relique, qui doit passer sa vie à la garder, qui ne peut pas sortir de l'enceinte de la chapelle. Et donc j'ai découvert aussi voilà, le fait que réellement personne d'autre ne peut aller la voir. C'est-à-dire que même le président éthiopien ne peut rentrer dans cette chapelle, ni même l'équivalent du pape et de la religion des Éthiopiens, donc ne peut accéder à cette relique. Et donc j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et là, vraiment, il y a quelque chose de fascinant dans le fait qu'on ne sache pas, quoi. Il y a un vrai mystère pur. Et soit il y a quelque chose dans ça, qu'est-ce que c'est, de quoi s'agit-il, soit il n'y a rien, et c'est peut-être encore plus fou, parce que ça voudrait dire que depuis plusieurs siècles, donc on a une guilde de gardiens qui se relaient pour garder du rien et pour maintenir l'illusion que l'Éthiopie possède la relique des reliques. Donc voilà, je trouvais cette histoire particulièrement extraordinaire et surtout très méconnue, donc il me semblait que c'était un bon point de départ pour démarrer la chaîne. Moi, je ne connaissais pas, et c'est vrai que c'est assez fascinant. C'est assez fascinant le comportement des gens. Ce que j'aime bien aussi, c'est ceux qui se disent, c'est-à-dire qu'il se passe un truc et puis un groupe va l'amplifier, puis un autre va l'amplifier et puis le déformer, et au final, tout tend à devenir une mythologie. Tout tend à aller du côté presque religieux, je dirais. Même si là, effectivement, au départ, c'est religieux. Mais les gens disent, il y a forcément un Dieu qui a fait, parce que je ne comprends pas. Ça, c'est le fonctionnement humain. C'est de l'humain a horreur du vide, d'une certaine manière. C'est ça. Tout à fait, exactement, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que ça m'étonnerait pas qu'il n'y ait rien dans cette chapelle finalement, mais il y a un besoin de croyance très très fort. Et donc, il serait juste inenvisageable aujourd'hui, après toutes ces années, d'admettre que l'Arche de l'Alliance ne se trouve pas dans cette chapelle, quoi. Donc oui, je trouve cette histoire assez fascinante, à plusieurs titres. Il y a une énigme comme ça, il y a une énigme qui a été résolue aussi, c'est le suaire de Turin. Donc celui qui a emballé Jésus à sa mort. Et donc là, maintenant, on a tout. On a même une étude très très fine des pollens, etc. Et pourtant, des gens continuent à penser que c'est authentique. C'est vachement. Ah oui, ça
Ça, c'est assez fascinant parce qu'effectivement, il y a eu de nombreuses études, de nombreuses analyses qui ont prouvé que le suaire de Turin pouvait déjà être reproduit. Je vais lâcher le téléphone parce que ça me fait un écho un peu bizarre. Que le suaire de Turin pouvait être reproduit et que donc c'était un faux qui datait, je crois, du XVIe ou du XVIIe siècle. Enfin bref, voilà, il y a un grand nombre d'éléments qui nous permettent d'affirmer que le suaire n'est pas donc le linge qui aurait donc enrobé le corps du Christ. D'ailleurs, j'ai vu à Turin la réplique du suaire, parce qu'il y a une église à Turin dans laquelle se trouve le suaire. En fait, quand on arrive dans l'église, le suaire est une réplique et on nous explique que le véritable suaire se trouve dans un coffre dans la ville de Turin, mais on ne peut pas le voir directement, quoi. On peut voir qu'une réplique. Et malgré ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui refusent d'admettre que le suaire est un faux. Et là, on peut, je pense, y voir une forme de dissonance cognitive, qui est ce phénomène psychologique qui nous pousse à essayer de faire coïncider nos croyances avec les faits à tout prix, quitte à s'arranger un petit peu avec les faits, justement. Il y a beaucoup d'explications pseudo-scientifiques pour essayer de prouver l'authenticité de ce suaire. Mais d'ailleurs, je pense à une conversation que j'avais hier avec l'auteur de la chaîne La Tronche en Biais, qui est une chaîne assez récente qui vient de se lancer et qui traite justement de scepticisme et de zététique et d'esprit critique. Et je crois qu'il devrait s'attaquer au sujet. Donc voilà, à mon avis, ils vont faire du bon boulot là-dessus. Bon, on va aller voir ça alors, parce que c'est vrai que c'est passionnant. C'est passionnant, et puis de là aussi, il y a un des sujets de la culture geek qui est assez marrante, c'est les sites conspirationnistes, dans lesquels il y a plein de choses intéressantes à les trouver, hormis le fait que c'est vraiment super marrant. Il y a plein de trucs à aller y voir. Toi, tu es un grand zioteur, Loïc, de ce genre de trucs. Enfin, oui, effectivement, du coup, c'est des trucs que j'ai pas mal regardé à une époque. Moi, je me posais une question, en fait, c'est tout à l'heure, tu as mentionné le fait, en fait, la difficulté, le challenge par rapport à la nécessité de te renouveler, en fait, à pouvoir proposer systématiquement des nouveaux sujets. Et c'est vrai que à la rentrée, on t'a vu proposer une nouvelle vidéo avec la visite que tu as faite de New York. Et enfin, moi je sais que c'est un truc, ça a été très frustrant pour moi parce que du coup je suis allé passer 15 jours à New York et tous les trucs que tu as montrés, je les ai pas vus en fait. Et c'est vrai que c'était avoir ce regard décalé du coup sur la ville, c'était assez intéressant. Et est-ce que tu as d'autres choses qui sont prévues sur ce thème-là, d'autres visites de ville ou éventuellement d'autres choses encore Alors, scoop, enfin en même temps je peux pas trop en dire par rapport à ça, mais normalement au cours de l'année 2015 il devrait y avoir beaucoup plus de vidéos de type étrange escale, puisque on est en négociation actuellement avec une chaîne dont je ne parlerai pas, hein, puisque tant que rien n'est signé, je peux pas me réjouir trop vite, mais normalement, donc voilà, il devrait y avoir beaucoup plus d'épisodes d'étrange escale. Et l'idée, ce serait non plus de se consacrer à une ville par épisode, mais plutôt de se consacrer à un thème, comme par exemple le thème des cryptes en Europe. Il y a tout un tas de cryptes absolument incroyables. Je pense à la crypte des Capucins à Palerme, dans laquelle on peut voir des centaines de corps momifiés naturellement grâce aux conditions atmosphériques du lieu. Et il y a aussi cette église en République tchèque, l'ossuaire de Sedlec, dans lequel on peut voir donc des bancs, des lustres qui sont entièrement constitués d'ossements humains. Et donc voilà, l'idée ce serait de partir sur un thème et d'illustrer ce thème avec donc plusieurs curiosités. Dans un premier temps, des pays d'Europe,
Et puis, donc, si ça fonctionne, on ira un petit peu plus loin. Mais voilà, dans un premier temps, ce serait limité à l'Europe. Et donc, voilà, si tout se passe bien, cette année, il devrait y avoir beaucoup plus d'épisodes de ce type. Oui, cette église est absolument géniale. Et il y a même il y a plusieurs films aussi qui sont appuyés sur cette église en décor. Moi, il y a aussi dans toute la carte, justement, ce type de mystère. Il y a tout ce qui est machin est enterré là. Je pense notamment aux frères jumeaux, l'histoire du frère jumeau de le masque de fer. Le Ouais. frère jumeau de Louis XIV, etc. L'analyse ADN a énormément bouleversé les histoires qui étaient Oui. posées. Et moi, il y a vraiment un vide de ce côté-là. C'est quelque chose qui me passionne moi parce que je veux pas, je veux pas prendre pour argent comptant des histoires incroyables à base de machin est enterré là, lui il y a sa tête qui est là, ses pieds qui sont là. Et j'ai beaucoup de mal à trouver sur le net en fait. Voilà, des mystères résolus ou des petites légendes comme ça qui... Voilà, le fin mot de l'histoire, c'est quoi? Alors, ouais. Alors, justement, c'est marrant parce que j'y pensais hier à ça. Je pensais à tous les mystères qui ont été résolus depuis que j'en ai parlé, que ce soit à la radio ou par écrit. Et je pensais notamment au bloop, qui est un mystère extraordinaire, vraiment. En fait, c'est un son qui a été capté dans les années 90 au large des côtes mexicaines. Et donc ce son possédait toutes les caractéristiques d'un son organique, sauf que c'était le son le plus puissant qu'on ait jamais entendu pour un animal. Et à l'époque, donc les spécialistes donc de la vie marine estimaient que cet animal, l'animal qui avait émis ce son, qui a été baptisé le bloop, parce que quand on l'écoute en accéléré, c'est un son à très basse fréquence, et quand on l'écoute en accéléré, ça fait bloop. Et donc les spécialistes estimaient que cet animal devait être plus gros que la plus grande des baleines connues, et que donc c'était un animal dont on ignorait la nature. Et ce qui est absolument génialissime, c'est vraiment une histoire superbe, parce qu'en plus de ça, elle coïncide avec la culture geek, mais d'une manière juste parfaite. C'est que le bloop a été capté à proximité des coordonnées que Lovecraft donnait de Herlier, donc la cité mythique de Cthulhu. Donc c'était juste parfait, quoi. Cette histoire est extraordinaire. Et malheureusement, elle a été élucidée il y a à peu près 1 an ou 2 de ça, puisque donc on a réalisé que ce son n'était pas un son organique, mais c'était un son qui provenait des icebergs qui, en fondant à cause du réchauffement climatique, donc crissaient les uns contre les autres. Et c'était ce bruit qui avait été capté par les océanologues. Donc voilà un bon exemple de mystère absolument génial, et qui a été résolu, et qui est donc forcément beaucoup moins extraordinaire que ce qu'il laissait promettre. Mais voilà un bon exemple. Bon, moi, ça nous laisse plein de bonnes choses à découvrir. Donc, du coup, on regarde dans votre chaîne. Est-ce qu'on a des questions Est-ce qu'on a des questions à Ask Ouais, on en a plein, en fait. On a parlé trop longtemps. Alors, effectivement, oui. Donc, on a une question qui est concernant le premier livre que tu as fait, qui l'internaute nous dit que le premier livre était passionnant, et savoir si éventuellement tu as d'autres livres sur les rails, en fait. Est-ce que tu as des livres qui sont en cours de préparation? Alors, là, le projet actuellement, deuxième scoop, c'est le tome 2 de la BD d'Axolot, qui sortira en 2015, donc à la fin de l'année 2015. Je n'ai pas de date plus précise pour l'instant, mais on est en train de travailler dessus. Donc voilà. Ensuite, il y a un autre livre qui est en préparation, effectivement. Pour le moment, tant que les choses ne sont pas plus avancées, je ne peux pas trop en dire non plus, mais voilà, il y a plusieurs projets. J'aimerais bien faire une suite aussi au petit livre qui est consacré aux personnages inconnus avec un destin extraordinaire, puisque j'en ai pas mal en stock. Donc voilà, oui, l'idée dans le futur proche, ce serait effectivement de faire de plus en plus de
de, de livres ou de BD par la suite, parce que c'est vraiment un exercice que j'adore. Et puis, il y a eu un bon accueil en plus de ça. Donc, oui, oui, il y a d'autres livres en préparation. Moi, j'ai une question concernant les BD, en fait, parce qu'on se retrouve dans une situation où il y a toi qui propose les sujets, qui va proposer le fond des histoires, et comment Ouais. comment s'articule le travail entre toi et les dessinateurs? Comment, Ouais. pour que tout le monde y trouve Alors, son compte? pour la BD, en fait, moi, au départ, j'ai sélectionné un certain nombre d'histoires qui me paraissaient adaptables, donc des histoires qui avaient un potentiel comme ça d'adaptation illustrée. Et on a proposé ensuite toutes ces histoires aux dessinateurs. Donc il y a 12 illustrateurs, je crois, sur la BD, 12 ou 13. Et ils ont chacun choisi une histoire. Et ce qui est assez génial, c'est qu'il n'y a pas eu, il y a pas eu de bagarre, quoi. Chacun a choisi une histoire différente, donc c'était assez génial. Et ce qui est intéressant, c'était de voir comment tous ces auteurs euh, s'accaparaient l'histoire, quoi. C'était de voir quelle était leur vision, quelle était leur interprétation de l'histoire. Donc ça permettait, même pour ceux qui connaissaient déjà ces histoires, parce qu'ils les avaient lues dans le premier livre ou parce qu'ils les avaient lues sur le blog, ce qui est intéressant, c'était de les redécouvrir à travers le prisme créatif de ces différents auteurs. Donc il y en a qui ont décidé de rester assez fidèles aux histoires, de reprendre le texte littéral et de simplement s'amuser sur l'illustration. Puis il y en a qui ont décidé de s'appuyer sur les faits pour partir beaucoup plus loin. Et c'était les conditions de départ, quoi. Avoir une espèce de largesse comme ça d'adaptation, donc avoir beaucoup de liberté sur l'adaptation, mais de toujours avoir quelque chose d'ancré dans les faits. Et donc, du coup, ça a donné lieu à un spectre assez varié de regards. Il y a des BD qui étaient plus inquiets, enfin, des histoires qui étaient plus inquiétantes, d'autres qui étaient plus comiques. Et je trouve que le résultat, le mélange est assez efficace. Et c'est ce qu'on fera aussi pour le tome 2 avec donc une équipe totalement renouvelée d'auteurs pour avoir encore d'autres regards sur ces histoires. Et donc la BD est sortie chez Delcourt. Delcourt, voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je me posais la question de savoir quel était votre public et si c'était le même public pour les vidéos ou pour la BD. Alors, je dirais que en grande partie, c'est le même public, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont allés vers la BD parce qu'ils connaissaient déjà les vidéos. Et puis en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que les histoires qu'on voit dans la BD, c'est les histoires que j'ai tirées du livre et du blog. Et donc, c'est absolument pas les histoires qu'on voit dans les vidéos, puisque dans les vidéos, c'est des histoires complètement différentes. Donc, il y a des gens qui ne connaissaient que les vidéos et qui, du coup, ont vraiment découvert toutes ces histoires dans la BD. Donc, ça, c'était plutôt cool. Il y a ceux qui connaissaient depuis le début et donc qui connaissaient les histoires, mais qui ont apprécié de les redécouvrir sous un angle nouveau. Et enfin, il y a ceux qui ne connaissaient absolument pas Axolot et qui l'ont découvert par le biais de la BD et qui se sont ensuite ouverts à tout le reste. Donc ça, c'est vraiment génial, quoi. C'était un vrai bonheur de voir tout un nouveau public venir du milieu de la BD. Et donc voilà, c'était assez varié. Il y avait un peu des trois. Merci. Pour continuer sur la relation au public, dans les médias traditionnels, en fait, on a l'habitude d'une information assez descendante. Par exemple, la télé donne des informations, le public, traditionnellement, ne peut pas répondre. Un journal aussi donne une information, éventuellement, on avait le courrier des lecteurs. Et avec l'émergence de ce qui peut être blog, vidéo en ligne que par le biais de YouTube ou d'autres plateformes, on se rend compte que du coup on peut avoir une interaction plus élevée avec avec le public. Comment ça s'est passé pour toi du coup cette interaction, par exemple quand tu étais à la radio et quand tu es arrivé du coup sur YouTube où tu as des gens qui sont venus te faire des commentaires, te poser des questions, faire des remarques, comment ça s'est passé pour toi? Alors, à la radio, il y avait évidemment quasiment pas de retour en fait. Donc on ne pouvait pas réellement se rendre compte de l'impact que ça pouvait avoir.
Et c'est vraiment avec le blog que j'ai commencé à réaliser que bah, il y avait du monde derrière, quoi, puisque donc il y avait pas mal de commentaires, je recevais des mails, mais tout ça a vraiment explosé avec les vidéos. Et d'ailleurs, je le redoutais au début parce que les commentaires YouTube, on le sait, sont pas réputés pour leur tendresse, donc je redoutais un petit peu les réactions des gens, et en fait très très vite, j'ai réalisé que c'était en très très grande majorité des gens bienveillants, et donc j'ai beaucoup de chance d'avoir cette communauté-là. C'est beaucoup de gens très curieux, très, encore une fois, très bienveillants. Et je pense que le sujet lui-même est un filtre, en fait. Je pense qu'il y a des sujets qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres et qui attirent beaucoup plus les trolls ou les haters. Dans le cas d'Axolot, je pense que les gens qui ont envie de critiquer pour critiquer ne viennent pas forcément sur ce type de contenu, quoi. Donc je pense que les commentateurs sont conquis au départ, et c'est pour ça qu'il y a une grande majorité de commentaires positifs et agréables. Donc c'est très très rare que j'ai de mauvaises surprises à ce niveau-là. Et donc, au départ, je pouvais répondre aux commentaires sous les vidéos YouTube, mais aujourd'hui, c'est vraiment plus possible, quoi. Et c'est devenu aussi le cas pour les messages Facebook, les mails. Enfin, il y a beaucoup de messages qui arrivent chaque semaine, donc j'essaie de répondre aux questions directes. Mais parfois, il y a des messages qui sont juste des témoignages de sympathie. Et bon, bah, dans ce cas-là, bah, forcément, ça me fait très très plaisir. Mais ça devient de plus en plus compliqué de répondre à tout. Donc, bah, j'en profite là, voilà, pour remercier une fois de plus tous les gens qui font la démarche d'envoyer des commentaires positifs. Parce que, par contre, j'essaie de tout lire, et ça me fait toujours très très plaisir, ça fait toujours très chaud au cœur, même un petit mot, quoi, un petit mot en passant du style, bah voilà, merci pour les vidéos, j'ai découvert des tas de trucs. C'est vraiment un bonheur de recevoir ce type de commentaires, et ça permet vraiment de prendre la mesure aussi de l'impact qu'ont les vidéos. En fait, j'ai discuté aussi avec un certain nombre de créateurs qui font effectivement, qui avaient peur des commentaires en débutant. C'est vrai, quand on pense à, par exemple, à François Thorel, effectivement, et encore, lui, il a des commentaires bien, mais par exemple, qui sont beaucoup mieux. Imaginons par exemple le joueur du grenier, c'est très très difficile. Effectivement, c'est des vraies guerres qui se passent dans les commentaires. Et moi, le retour que j'ai eu aussi, c'est effectivement que les commentaires aident à choisir une vidéo, à choisir un sujet, même à enrichir un sujet. Voilà. Et effectivement, je voulais dire à tout le monde, c'est vrai que les gens ne pensent pas forcément, mais c'est un vrai dilemme en fait pour les créateurs, c'est lire les commentaires ou faire ce qu'on a à faire. C'est-à-dire que se rendre compte que ça va prendre une heure et demie, et que c'est une heure et demie en moins dans la journée, et que c'est pas possible, c'est un vrai dilemme. Ouais. Par rapport à ça, ça peut se classer en 3 catégories différentes. Les suggestions des spectateurs ou des lecteurs. Il y a une première catégorie qui est constituée de suggestions un peu hors sujet, donc c'est-à-dire des gens qui justement font un peu l'amalgame entre les histoires extraordinaires d'Axolot et des histoires surnaturelles ou paranormales, alors que justement c'est pas du tout ma partie, ça, c'est des choses que j'ai pas envie de traiter, puisque la ligne, c'est de se consacrer à la réalité. Donc ça, en général, je le mets de côté. Il y a ensuite des suggestions d'histoires qui parfois ont déjà été traitées dans le blog ou dans le livre, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent que les vidéos, donc en général je les renvoie à un article, voilà. Et puis il y a ceux qui représentent une petite minorité, mais qui me suggèrent donc des histoires que parfois je ne connais pas et qui me permettent de découvrir des choses. Et donc ça, c'est précieux, puisque je peux alimenter cette base de données dans laquelle je vais piocher quand je veux créer une nouvelle vidéo. Et généralement, le mécanisme est assez similaire pour la création d'une nouvelle vidéo. En fait,
j'ai des tas d'histoires qui sont notées ici et là, et parfois, il y a un fil conducteur qui apparaît. Et je me dis, là, je tiens un sujet. Il y a des histoires qui peuvent être très très différentes les unes des autres, mais on peut parvenir à les relier par un détail, par une thématique particulière. Je pense par exemple à la vidéo Fake, donc la dernière vidéo en date. Alors pour la petite histoire, c'est en discutant avec Antoine Daniel que j'ai eu le déclic de cette vidéo, parce que donc Antoine me dit, est-ce que tu connais ce village en Corée du Nord, qui est un faux village en fait, dans lequel il n'y a personne, etc. Et je connaissais pas cette histoire en fait. Et c'est l'histoire qui a provoqué le déclic dans ma tête, puisque j'ai réalisé que j'avais des tas d'histoires liées aux faux d'une façon générale, des faux bâtiments, des animaux qui se font passer pour d'autres animaux, des canulars, etc. Et il a fallu une étincelle, donc en l'occurrence ce faux village en Corée du Nord, pour que tout s'assemble. Et le fil conducteur est apparu. Et c'est aussi pour ça que ça me prend du temps de faire ces vidéos-là, parce que j'attends de trouver ce fil conducteur, quoi. Et je veux éviter aujourd'hui de faire des thématiques qui risquent trop d'avoir déjà été traitées. C'est pour ça que voilà, j'attends d'avoir des fils conducteurs plus larges qui me permettent de raconter des histoires très différentes les unes des autres. Et donc voilà, quand il y a des bons commentaires avec des suggestions que j'ignorais, ça me permet d'alimenter cette base de données. On a des questions sur la SKFM en fait concernant j'allais dire les crossovers de vidéos. Effectivement, tu avais fait une apparition chez François Torel pour parler de tout ce qui était légendes urbaines dans le cinéma. Est-ce que tu as d'autres collaborations qui sont prévues et à venir dans les mois qui viennent, ou est-ce que c'est un sujet qui éventuellement t'intéresse, hein? Alors, les collaborations, c'est bien quand elles ont du sens, en fait. Faire une collaboration pour faire une collaboration, c'est pas forcément justifié, mais dans le cadre de la vidéo qu'on a fait avec François sur les légendes urbaines, là, c'était parfaitement indiqué, quoi. On avait envie au départ de faire une vidéo commune, mais on n'avait pas forcément, dès le début, un sujet qui justifiait ça. Et puis, un jour, on a pensé à cette histoire de légende urbaine du cinéma qui réunissait vraiment nos deux univers. Donc là, du coup, la collaboration s'est imposée d'elle-même. Ensuite, oui, il y a d'autres collaborations en projet. Donc là, je peux pas trop balancer de noms pour pas spoiler. Il y en a une qui devrait sortir, normalement, qui a été tournée il y a de nombreux mois déjà. Ça va faire au moins 7 ou 8 mois qu'elle a été tournée. Je peux pas dire avec qui. Et donc, c'est un peu l'arlésienne, cette vidéo, quoi. Je sais pas exactement quand est-ce qu'elle sortira, mais bon, il y a quelque chose de prévu. On parle beaucoup d'une collaboration aussi avec Bruce de Y Penser, qui sera donc là sur le flux tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on voudrait faire, puisque là, pour le coup, évidemment, ça aurait du sens. Il y a des tas de sujets qui nous permettraient de réunir nos deux chaînes. Donc ça, voilà, ça c'est dans les cartons, quoi. On aimerait bien le faire, mais aussi bien lui que moi, donc on est assez pris par les différents projets, donc c'est un peu difficile de se mettre d'accord au niveau du timing pour faire quelque chose, mais c'est prévu. Et puis apparemment, il a pas mal, lui, d'abonnés qui demandent cette collaboration-là, et de mon côté aussi, j'ai eu des messages dans ce sens, donc a priori, ça se fera. Et voilà. Voilà pour les collaborations, mais c'est quelque chose qui me plaît, oui, si c'est justifié. Moi, je sais qu'on a pas mal de demandes. En fait, vous êtes plusieurs à arriver sur le net pour proposer des vidéos. Et c'est vrai qu'on allait voir quelques chaînes en anglais. Mais c'est vrai qu'en France, c'était assez pauvre, ou en tout cas méconnu. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur pour nous tous d'avoir des gens qui viennent dire des choses agréables à entendre, qui permettent d'apprendre des choses et qui sont d'un niveau dont les vidéos sont excellentes. Et le fait effectivement que des crossovers se mettent en place, en plus ça donne très très belle image
de ce que des créateurs de contenu font. Mmh. Pour le coup, j'en connais plusieurs d'entre vous et il y a une vraie volonté d'interagir, de mêler les connaissances et ça pour nous c'est vraiment super. Et en tout cas au Geek Ferries, on attendait vraiment avec impatience de pouvoir faire une large place. Forcément nous, en tout cas, avant, on ne faisait pas de la radio, on faisait un festival scientifique, donc, nous, les orgas, et donc, c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie de faire. C'est une très large place à vous tous. Et voilà, et un grand merci à Antoine Daniel pour avoir propulsé plein de gens. Oui, ça, on remercie jamais assez Antoine Daniel. Voilà. Donc voilà, je crois que vous le dites tous. Et voilà, ça c'est vraiment important. Donc du coup, on va approcher de la fin. Je vais en profiter donc pour vous dire... Oui, tu veux? Il est 11h. Mais officiellement, sur la programmation, on a un trou de 11 à 12. Donc vous pouvez rattraper. Voilà, on peut rattraper le retard. Ok, super. Vous êtes libre tant que vous vous sentez bien, vous êtes libre. D'accord. Alors je viens de remarquer qu'il y avait une sentinelle de Portal à côté de vous. Ouais. Bravo pour ça. Et elle s'appelle Tourette. Elle a un sens. J'apprécie beaucoup. Voilà, en fait, elle nous a accompagnés de façon très spontanée depuis la première édition de On the Web. D'accord. En chargeant, il y en a qui a dit « Ah, mais j'ai ça !» Ok, voilà. Et depuis, et tout le monde l'a adopté en fait. Et les fans de On the Web réclament toujours Tourette qui sait même parler quelquefois. Et voilà. I see you. Voilà. Je suis très fan des portables. Hein. C'est pas loin d'être mes jeux préférés. Bon, mais voilà, il n'y a pas de... Comment dire? Oui, c'est vraiment une culture... Quand on parle de culture geek, c'est vraiment la preuve qu'il y a quelque chose en commun. En tout cas, je vais en profiter pour vous faire une invitation officielle auquel vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant pour les Geek Ferries IRL au château. Merci beaucoup. Voilà, et voilà, vous n'êtes pas obligé de dire oui devant tout le monde. C'est pas, je force pas la main. Mais c'est vrai. C'est quel mois déjà que ça se passe? C'est début juin. C'est le premier week-end de juin. Voilà. Ok. Et François sera là. A priori, c'est bon. Voilà. D'accord. Nickel. Voilà. On va se faire un petit peu de questions à SKFM. Ouais. Tiens. Concernant les questions, en fait, et moi c'est vrai que c'est un point qui m'avait marqué par rapport à d'autres chaînes qu'on peut trouver. Je trouve qu'il y a tout un travail sur la voix. En fait, avec une voix qui est relativement posée, une diction qui est particulière, un rythme qui est particulier. C'est quelque chose qui est hérité du coup de ton expérience du côté de la radio, ou c'est quelque chose que tu as construit, c'est quelque chose de naturel, ça vient d'où du coup? Alors c'est un peu un mélange de tout ça. Bon, déjà, je pense qu'il y a effectivement la radio. Ensuite, c'est ma voix, donc par rapport à ça, je peux pas faire grand-chose de plus. Et pour finir, il y avait aussi une volonté, quand j'ai lancé la chaîne, d'essayer de ne pas suivre le modèle standard des podcasteurs, donc qui parlent extrêmement vite. Et donc je me disais que, puisque j'essayais d'apporter un contenu un peu différent, ce serait assez cohérent de le traiter d'une façon différente, quoi. Donc, parfois, dans les vidéos, il y a des petits points d'humour qui apportent un peu de légèreté, mais le but, c'est vraiment pas de le faire pour faire le mec cool. J'essaie d'avoir justement un ton un peu différent, et j'ai eu des retours assez positifs en ce sens, puisque c'est vrai qu'il y avait vraiment, en tout cas, il y a 2 ans de ça, disons, 2-3 ans de ça, il y avait vraiment une espèce de modèle dominant par rapport à la façon de présenter un podcast sur YouTube, donc avec une espèce d'exigence d'humour, avec donc un humour qui est très souvent basé sur les mêmes codes, sur le montage, etc. Et donc l'idée, c'était un peu de prendre le contre-pied de ça, et je suis content de voir qu'aujourd'hui, parmi les vidéastes qui proposent du contenu justement culturel, c'est devenu un petit peu
le registre standard, quoi. On essaie d'être un peu plus posé que dans les vidéos à vocation plus légère ou humoristique, et on s'adresse aux gens comme on leur parlerait dans la vie réelle, quoi. C'est-à-dire qu'on ne parle pas dans la vie réelle comme peuvent parler certains podcasteurs qui parlent extrêmement rapidement avec des montages cut. Donc voilà, c'est un peu un mélange de toutes ces choses, à la fois la radio, à la fois ma voix réelle, et puis une volonté de se démarquer un peu de ce qui se faisait ailleurs. De toute façon, au départ, donc les premiers podcasters sont surtout sur le JV et donc ont un phrasé de showman, ce qui effectivement n'est pas tout à fait compatible avec plus la voix de conteur. Celui qui explique, parce qu'il faut aussi là en fait il faut aussi garder l'attention des gens pendant un laps de temps. Il ne faut pas les cramer tout de suite, et puis essayer effectivement d'être drôle, de se prendre une porte, et c'est pas tout à fait compatible avec tout ça, quoi. C'est clair que d'expliquer des choses avec un parler de runner, ça va pas le faire du tout. En fait, le pari aussi, c'était de me dire que parfois, on peut en faire des caisses pour essayer de donner plus d'ampleur à un sujet qui n'est pas forcément digne d'intérêt, quoi. On essaie de remplir des trucs un peu creux avec des blagues, avec du montage, etc. Et l'idée, avec Axolot, c'était de tout miser sur les histoires. Je me disais que les histoires étaient suffisamment intéressantes en elles-mêmes pour avoir une certaine simplicité de traitement des faits. Donc voilà, le pari, c'était ça, c'était de miser sur les histoires. Alors effectivement, si les gens n'avaient pas accroché tout de suite, peut-être qu'ils ne seraient jamais revenus sur la chaîne, mais par chance, donc, les histoires étaient suffisamment intéressantes pour que les gens restent indépendamment du traitement, quoi. Oui, non, mais c'est très bon. On a tous aimé tout de suite. Tu prends des questions, Ask ? Oui. Moi, j'ai une question du coup concernant la nature le format. C'est le format, le pouvoir diffuser en ligne comme ça. Les contraintes ne sont pas les mêmes que par exemple une diffusion en radio ou une diffusion en télé. Pour toi, quels sont les avantages, les inconvénients du coup de pouvoir diffuser sur YouTube, sur une plateforme comme YouTube ? Ouais. Très clairement, par rapport à la télé, Internet offre une liberté quasi absolue, puisque on ne peut pas non plus tout faire sur YouTube. Il reste des contraintes, notamment liées évidemment aux droits d'auteur, et puis à certains sujets ou à certaines images qu'on ne peut pas forcément traiter sur YouTube. Mais il y a une liberté de ton absolue que la télé, je pense, ne pourra jamais vraiment avoir. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui que la télé essaie de récupérer ce qu'elle peut du net, puisqu'il y a vraiment un changement total de paradigme actuellement, quoi. Le net est en train de devenir le média dominant, et la télé essaie de récupérer ce qu'elle peut. Donc voilà, il y a cette liberté totale. Il y a le fait aussi, évidemment, que sur Internet, il n'y a pas de contraintes d'horaire ou de programmation. Tout le monde peut voir le contenu tout le temps. Alors, la télé, justement, ressemble de plus en plus à ce modèle-là, quoi. On a été prisonnier des programmes de la télé pendant des années. Il fallait être présent devant le poste à telle heure pour regarder ce qu'on avait envie de voir. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens regardent la télé sur Internet, en fait, sous forme de pastilles individuelles, de replays, tout comme pour la radio, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de grand retour de la radio par le biais des podcasts, puisque les gens, du coup, sont plus tenus d'écouter ou de rester devant leur poste pour capter une émission, mais ils peuvent les écouter quand ils veulent. Donc voilà, le net offre cette liberté totale, à la fois dans ce qu'on peut exprimer, et aussi par la façon dont on peut consommer tous ces différents contenus, quoi. Voilà. Il y a aussi le fait, Internet, ça permet de choisir
C'est-à-dire que la télé, le contenu est imposé. En tout cas, la façon de le traiter, tout est imposé en fait. Alors que sur Internet, et puis c'est tout ça est évidemment sous le grand dieu du journal télé qu'on achète à la caisse au supermarché, notamment, et qui nous dit ce qu'on doit regarder, qui nous dit oui, mais vous avez vraiment envie de regarder ça. Alors que sur le net, l'info, elle vient de partout. Et elle vient aussi du bouche à oreille. Et du coup, émergent des contenus qui sont vraiment de vrais contenus. Alors, c'est clair qu'en matière de science, notamment, la télé a produit des gens absolument extraordinaires. Donc évidemment, le contenu de C'est pas sorcier a impacté sur plein de gens. Le contenu de Di Jérôme a impacté sur Canal+, a impacté énormément. Entre autres, la loi de Murphy doit beaucoup à Di Jérôme. Tout à fait. Voilà. Donc, respect éternel à Jérôme Bonaldi. Absolument. Et donc ça, c'est un domaine qui a été un peu épargné. Mais c'est clair que là, quand un talent émerge, évidemment, il faut qu'il arrive à se glisser pour se montrer un petit peu plus... Voilà, mais une fois ça, c'est vraiment le talent qui fait la différence. C'est bon ou c'est pas bon, ou ça va être bon. Alors quand ça va être bon, les gens ils disent ils attendent, ils disent bon, ok, ça va s'améliorer, etc. Quand c'est pas bon, ils disent si tu changeais, ça serait bien, change de sujet, je pense que tu pourrais faire autre chose, ça serait mieux. Et puis des gens qui émergent comme vous, et ça démarre tout de suite parce que juste c'est bon. Donc ça permet aussi à la personne au créateur de se sentir plus, d'avoir des bases plus sûres et non pas des bases bizarre par rapport à la télé, quoi. Ouais, c'est vrai que la télé, enfin c'est surtout vrai pour la télé d'avant, parce que la télé a tellement changé que c'est devenu un média hybride en fait entre le net et ce qu'était la télé avant. Mais avant, on était des spectateurs passifs, effectivement, prisonniers des grilles de programmes, prisonniers des horaires, et on prenait ce que la télé nous proposait. Alors qu'avec Internet, on devient des spectateurs actifs, puisqu'on crée notre propre grille, on choisit nos propres centres d'intérêt, nos propres chaînes, et je trouve qu'avec YouTube, on a un peu une espèce de généralisation du modèle des chaînes locales qui existent aux États-Unis. Par exemple, dans Wayne's World, les émissions que font Wayne et Gar dans leur garage, ça fait partie de ces émissions qu'on pouvait trouver sur les chaînes locales là-bas. Donc, on a des centaines de chaînes sur lesquelles il y a des émissions faites par des amateurs, notamment. Et YouTube ressemble beaucoup à ça, quoi. C'est comme si on avait tout à coup des millions de chaînes locales dans lesquelles aller piocher. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que toutes ces chaînes, de par leur diversité, proposent une infinité de niches. En fait, c'est comme les sites internet, quoi. Les sites internet, avec leur explosion, se sont mis à traiter de sujets de plus en plus précis et pointus. Et sur YouTube, c'est ce qui se passe, quoi. Y a tellement de monde qu'on est obligé de trouver notre angle et notre niche pour tirer notre épingle du jeu. Et donc, on a affaire à une infinité de contenus. Et c'est finalement un travail de spectateur actif que d'aller chercher le contenu intéressant pour créer sa propre grille de programme. On est notre propre directeur des programmes, en fait. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que par rapport à la télé, c'est vrai que je parle effectivement d'une version ancienne de la télé parce que je fais partie des gens comme énormément d'autres qui ont complètement quitté la télé à partir du moment où le net est apparu dans nos vies. Ça n'avait plus de sens. Et de toute façon, au moment du journal télé, on avait un raid, donc c'était pas possible, quoi. T'as d'autres questions? Oui, en fait, il y a des questions concernant, pour savoir en fait, qu'est-ce que tu regardes, quels sont les autres youtubeurs, quelles sont les autres chaînes que tu regardes sur Internet, et par exemple aussi, est-ce que tu connais et qu'est-ce que tu penses de la vidéothèque d'Alexandrie? Alors, les autres chaînes que je regarde, alors comme je le disais au début, moi j'ai vraiment commencé par les chaînes anglophones, donc je suis toujours un fidèle de Vsauce, encore une fois. Il y a Mental Floss aussi, qui est une chaîne assez géniale, hein, qui est animée par les fameux frères Green. Sur le YouTube francophone, évidemment, je suis un fidèle de l'ami Fossoyeur. Je
suis un fidèle d'Antoine, Daniel aussi. Il y a les vidéos de Bruce qui sont toujours très bien faites. Parmi les chaînes culturelles, il y a Nota Bene qui prend d'ailleurs de plus en plus d'ampleur et qui fait un travail très documenté, très intéressant. Dirty Biology aussi qui est en train de prendre pas mal d'ampleur. Code Mu qui est une chaîne qui parle d'étymologie, du sens des mots, de l'origine des mots. Toujours dans les chaînes culturelles. Alors, ce qui m'a fait très plaisir, c'est de voir que Axolot avait fait des émules. Enfin, je dis ça de la façon la plus humble possible. Hein. C'est juste que c'est eux-mêmes qui s'en revendiquent. Donc, je pense à des chaînes comme les Revues du Monde, donc qui est une petite chaîne qui est en train de monter, donc avec une jeune fille qui s'appelle Charline, qui propose des contenus assez proches, donc basés sur les mystères, les curiosités de la planète. Il y a une chaîne aussi qui s'appelle l'Étonnarium, qui est une chaîne qui est pareil basée sur des faits étonnants, et je vois que aussi bien dans la forme que dans le fond, il y a une inspiration, et moi je suis très touché de voir ça, quoi. Je suis très heureux de voir que ça a pu créer une émulation. Et donc voilà pour les chaînes culturelles qui me viennent en tête. Pour faire de la pub aux amis, là il y a un ami qui s'appelle Mike, qui a créé une chaîne littéraire, et c'est vrai que il y avait une niche à occuper, puisque en fait il y a une scène consacrée à la littérature sur YouTube qu'on appelle Booktube, en fait, les booktubers qui parlent de livres, mais c'est souvent le même type d'ouvrage sur le même modèle. Et lui, il a essayé d'apporter quelque chose de nouveau, à mi-chemin entre la chronique et la fiction. Donc sa chaîne s'appelle la Brigade des livres, et il vient de la lancer. Donc d'ailleurs, j'en ai parlé sur la page Facebook d'Axolot, et je voudrais faire de la pub aussi à mon ami Adrien Daricot, qui a créé une chaîne qui s'appelle Raptus, dans laquelle d'ailleurs on a fait des apparitions avec François, et qui est une chaîne un peu à part, en fait, dans laquelle on peut voir des scénettes totalement absurdes et surréalistes. Donc on est dans de la fiction, pas vraiment de la web-série. Et je trouve que ouais, c'est assez rare, en fait, sur le YouTube francophone, le format qu'il a essayé d'apporter. Donc il y a cette chaîne aussi à laquelle je pense. Mais très très clairement, c'est vrai qu'aujourd'hui, je regarde beaucoup plus les contenus du web que les contenus de la télé, puisque voilà, on peut y trouver une richesse inouïe et une volonté aussi d'explorer des choses qui n'ont pas forcément été faites, même si certains essaient de s'inspirer de ce qu'ils ont pu voir à la télévision. Il y en a beaucoup qui essaient de défricher de nouvelles formes, et donc c'est forcément très intéressant de voir tout ce petit monde se développer. Ok, ce qui est bien, c'est que du coup, nous, là, au Geek Ferries, on fait une large place à pas mal de gens que vous avez cités, qui seront sur le plateau ou en Skype tout au long du week-end. Donc, c'est chouette. Moi, ça me fait plaisir de voir autant de cohésion dans ces contenus qui sont proposés. Et franchement, il y a beaucoup de niches, de créateurs de contenu qui pourraient s'inspirer de votre façon à tous de parler des uns des autres. Voilà. Alors, ça se met ma petite pique parce que ça fait longtemps que j'avais pas un peu piqué quelque chose. Donc voilà. On va peut-être un petit peu se diriger vers la fin pour que je puisse préparer mon intervention suivante. Ou alors je vous laisse discuter et puis je m'en vais. À ce moment-là, moi j'aurais juste une dernière question concernant le format, en fait. Oui. C'est vrai que du coup tu as un format de vidéo qui est aujourd'hui, et ça, en fait, j'allais dire une émission de télé, une émission de radio, une vidéo en ligne. En fait, tu peux pas garder le même format pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans. Et concernant l'évolution de ce format-là, est-ce que tu as des réflexions? Est-ce que tu fais des essais par moment? Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu tâtonnes? Comment ça se passe pour faire évoluer ce format de tes vidéos, en fait? Alors en fait, le format des vidéos, déjà pour les Axolot, il a évolué de façon assez naturelle depuis la première vidéo. Donc la première déjà était consacrée à une histoire, et
en fait, je suis tombé dans le travers dans lequel j'étais déjà tombé avec le blog. C'est-à-dire qu'au début du blog, je traitais une histoire par sujet. Et puis ensuite, j'ai commencé à en traiter davantage. Et du coup, ça prenait plus de temps à faire. Et du coup, il y avait à chaque fois une attente plus importante, ce qui fait que je ne pouvais pas revenir avec une seule histoire, quoi. Et c'est exactement le piège dans lequel je suis tombé avec la chaîne, puisque au début, voilà, je parlais d'un sujet, donc comme la relique d'Aksum, et puis dès la deuxième vidéo, qui était consacrée aux objets qui ont été laissés sur la Lune, je racontais plusieurs histoires. Donc, du coup, je me suis imposé à moi-même de le faire à chaque fois, quoi. Et donc, du coup, ça prend à chaque fois de plus en plus de temps. Déjà, ça a évolué de cette façon-là. On est passé d'une histoire à plusieurs histoires. Et ensuite, au niveau de la durée, au début, je voulais faire des trucs très courts, donc du 5 minutes, parce que je connais le temps d'attention des gens sur Internet. Et une fois qu'il y a eu un public, j'ai réalisé qu'en fait, les gens ne partiraient pas au bout de 5 minutes, parce que s'ils venaient, c'était parce qu'ils avaient envie de voir les vidéos, quoi. Donc les gens m'ont encouragé dans les commentaires à faire plus long. Et là, je suis en train de me stabiliser autour du quart d'heure à peu près. Donc au niveau de la durée des vidéos, je pense que ça restera le timing standard. Après, au niveau des différents formats et concepts, ben voilà, donc déjà il y a eu le pilote d'étrange escale, donc au mois de septembre, qui est une espèce de spin-off d'Axolot, une déclinaison, et j'essaie de réfléchir à de nouveaux concepts possibles. Alors je veux pas faire des formats différents pour faire des formats différents, encore une fois, il faut que ça ait du sens, mais donc oui, j'ai pas mal de petites idées en tête, et ce qui est intéressant aussi avec YouTube, voilà, contrairement à la télévision, c'est que je peux parfaitement tester des trucs. Si ça marche pas, c'est pas très grave, alors qu'en télévision, bah, si ça marche pas, y a peu de chances qu'on revoie les gens à l'antenne, quoi. Donc voilà, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est cette liberté de création dans la forme. Donc j'essaierai sans doute d'autres formats dans les années à venir. Voilà. Ok. Oui, c'est clair que 20 minutes, c'est souvent un format qui accorde bien le créateur et son public. Ouais. C'est clair que quand on aime 5 minutes, franchement, non, c'est pas assez. Ouais, c'est clair. Voilà, mais c'est vrai que c'est important d'avoir plusieurs formats parce que tous les sujets se prêtent pas à... Il ne faut pas essayer de faire rentrer un format dans un sujet dans un format dans lequel il ne va pas rentrer, et au risque d'avoir une vidéo qui n'est pas très très bonne. Ouais. Bon, je crois que ça va être le moment de se quitter. On va rappeler des choses importantes. Donc, Axolot, ça à voir. Donc, c'est régulièrement, au moins une fois par mois. Dans l'idéal, j'aimerais. Bon là, dans les faits, c'est pas trop le cas, mais c'est entre une fois par mois et une fois tous les 2 mois, quoi. Mais du coup, j'essaie de compléter la chaîne par les réseaux sociaux, en fait, puisque au début, la page Facebook et la page Twitter, c'était uniquement des outils pour moi qui me permettaient, je sais pas, de rester en contact avec les gens ou de les informer sur tel ou tel fait. Et puis, de plus en plus, c'est devenu des médias à part entière, en fait. Donc, j'essaie de rattraper l'irrégularité des vidéos par le contenu que je poste sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a aussi d'autres projets derrière en sous-marin, donc comme on le disait tout à l'heure, que ce soit des livres ou donc le tome 2 de la BD qui est en cours. Donc, il y a plusieurs choses en développement. Mais voilà, j'aimerais, oui, dans l'idéal, essayer de produire le plus de vidéos possible. Et comme je le disais tout à l'heure, ça devrait être le cas avec les étranges escales d'ici le milieu de l'année, normalement, si tout se passe comme prévu. Moi, j'ai adoré l'avoir regardé. Et puis, il y a une coïncidence, c'est qu'après, je crois que j'ai regardé, c'est un Elementary. Et il y avait, dans cet épisode, il y avait un des trucs, une des fausses façades dont vous aviez parlé... dans les Ah oui. C'était chouette, quoi. L'immeuble rue Lafayette à Paris, oui. Oui. Eh ben, oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vivent à Paris depuis des années, qui passaient devant cet immeuble tous les jours et qui ont appris dans la vidéo qu'il n'y avait rien derrière la façade, quoi. Donc, ouais, c'est assez incroyable.
Voilà. Bon, mais on va se laisser pour cette fois. C'était chouette, dire que voilà, vos vidéos, faut continuer, on est plein à vous regarder. En tout cas, OGF, on est plein à vous regarder, ça a contaminé un peu tout le monde en fait, petit à petit. Merci beaucoup. Merci franchement, c'est chouette. On est bien connu pour jamais faire de flagornerie. C'est même le contraire. Donc voilà, on aime, c'est bon, vraiment. Et vraiment, faut continuer comme ça, quoi. Merci beaucoup. Puis j'accepte avec grand plaisir, en tout cas, votre invitation pour le mois de juin. C'est noté. Ok, ça marche. Alors rendez-vous au château. Merci beaucoup. Ok, merci. Au revoir. Bon week-end, au revoir. Bonne journée, au revoir.